VOA Afrique. À l'issue d'un sommet inédit à Singapour, le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen ont signé un document mentionnant une dénucléarisation de la péninsule coréenne en échange de garanties de sécurité. Le sommet Trump-Kin, le début d'une nouvelle ère, c'est le thème de cette nouvelle édition. En l'espace de quelques semaines, les deux leaders se sont passés de surenchères verbales à une poignée de main et un engagement pour une paix durable. Tout reste à faire désormais. Que retenir de cette rencontre historique? L'audace des deux leaders a-t-elle payé? Quelle est la valeur du document signé? Quelles peuvent être ses conséquences sur les relations internationales? Autant de questions que nous aborderons dans Washington Forum. Bonsoir à tous, bienvenue sur VOA Afrique. C'est une image qui fera, c'est sûr, son entrée dans les livres d'histoire. Cette poignée de main entre deux dirigeants, un dirigeant controversé, Kim Jong-un, et un président imprévisible, Donald Trump. Le sommet s'est achevé sur un accord bilatéral pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cependant, un enjeu majeur et un sujet majeur annoncé par le président américain n'apparaît pas sur le document officiel signé à Singapour. Son engagement à mettre fin aux manœuvres militaires conjointes entre les États-Unis et la Corée du Sud. Une annonce qui a pris de court les alliés sud-coréens qui ont demandé une clarification. Ce reportage est de Carla Babe, correspondante de la VOA au Pentagone. Le récit est de Lionel Gaïma. Moment historique sur l'île de Saint-Ouen le 12 juin. Le leader du monde libre tend la main à un dirigeant que d'aucuns appellent un dictateur. Mais Donald Trump n'a fait que rencontrer Kim Jong-un. Il a déclaré à Great Avance Stern, qui était au sommet pour la VOA, qu'il souhaiterait arrêter les exercices militaires américains qui se sont déroulés pendant des dizaines d'années en Corée du Sud. Nous allons arrêter ces manœuvres qui coûtent trop d'argent. Je pense que c'est très provocateur et je ne veux pas de cela. Je pense qu'ils sont ravis parce que c'est trop provocateur. Cependant, cela coûte une fortune et nous devons y mettre fin tant que nous négocions de bonne foi. Certains experts ont été surpris d'entendre un président américain caractériser ces exercices militaires conjoints de la même manière que l'ont fait la Chine et la Corée du Nord. Il l'a lui-même caractérisé de provocateur, ce qu'aucun autre président américain n'avait fait jusque-là. La nature de ces exercices a toujours été défensive. La Corée du Sud est restée pantoise devant cette décision. Le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il était indispensable de comprendre l'intention exacte de Donald Trump. Un militaire américain en Corée du Sud a annoncé aux reporters que les troupes n'avaient en ce moment-là reçu aucune directive concernant l'exécution ou l'annulation des entraînements. Ils resteront déployés en Corée jusqu'à ce qu'une déclaration officielle ordonne le contraire. Certains considèrent la décision d'arrêter ces exercices militaires comme une concession de la part de Donald Trump. Si on compare au début de l'année, Kim Jong-un avait annoncé qu'il comprenait la validité légale, l'importance de continuer ces exercices militaires. Et maintenant, quelques mois plus tard, le président Trump annonce qu'il veut y mettre fin. Cette décision était très inattendue et la Corée du Nord n'y a pas vraiment contribué. D'autres ne sont pas d'accord et voient cette décision comme un premier pas vers la dénucléarisation. Si ces mesures sont prises sur une base temporaire, ce n'est pas une concession, nous ne concédons pratiquement rien. La seule chose, c'est que nous irons nous entraîner ailleurs, mais nous continuerons à nous former. Nos compétences ne sont pas amoindries. Par contre, si cela peut amener à la réduction d'une menace et peut-être à un traité de paix, c'est complètement dans l'intérêt américain. Il y a 28 500 soldats américains en Corée du Sud, mais seulement 3 500 forment la seule brigade américaine de combat sur la péninsule. Et plusieurs invités pour nous accompagner en direct de Paris en France. Frédéric Castel, journaliste spécialiste de la Corée du Nord, par Skype en direct de Montréal au Canada. Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec. Et avec moi sur ce plateau, René Lake, consultant politique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, René Lake, bonsoir. Revenons sur cette rencontre. En quoi était-elle historique ?
Écoutez, elle était historique pour plusieurs raisons. Deux principalement, je retiens. C'est que jusqu'à présent, aucun président américain n'était prêt à rencontrer Kim Jong-un ou quelques leaders nord-coréens que ce soit, pour ne pas justement leur donner une légitimité qu'ils leur refusaient, y compris dans les discussions. Et refusaient surtout d'avoir des discussions bilatérales avec eux. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est celle que vous avez évoquée à l'introduction de l'émission, c'est qu'il y a juste quelques mois, on était pratiquement au bord d'un conflit militaire, oui, à la limite. Et bon, et tout a été chamboulé. Il y a eu un renversement de situation extraordinaire. Mais quelque part, je crois que c'était un mouvement que l'on sentait venir depuis que les Coréens ont participé aux Jeux Olympiques, comme vous savez, avec la Corée du Sud. Mais j'imagine qu'on va y revenir. On va y revenir. Un document a été signé entre les deux leaders. Le contenu n'a pas réellement été dévoilé, mais qu'est-ce qu'on sait à présent, Benoît Duguay? Ou bien, en fait, je suis désolé de te contredire, mais le contenu a été dévoilé, il a été mis en ligne. Mais c'est très laconique comme communiqué. Ça contient essentiellement deux choses, hein, la paix et la prospérité. Voilà ce qu'on déclare. Voilà les bonnes intentions. C'est assez flou. C'est assez flou comme contenu. Oui, c'est ça. C'est un peu, c'est très flou. Et c'est ce que tous les experts internationaux disent, c'est très flou. La prospérité, ça veut dire quoi? Mais en fait, depuis ce communiqué, s'est ajoutée une information que j'estime très importante, moi. On n'en a pas parlé le jour même, on en a parlé qu'hier, et c'est le fait que les sanctions économiques vont être maintenues jusqu'à une dénucléarisation complète de la péninsule. Justement, je vais rebondir sur ça. Frédéric Castel, que signifie réellement la dénucléarisation? C'est un terme qui comprend beaucoup de choses. Les Nations Unies ont dit que ça devait être quelque chose qui serait contrôlable et irréversible. Le président Trump n'en a pas parlé, donc c'est un processus qui sera forcément très long. Quand on connaît les programmes nucléaires dans tous les pays au monde qui ont un programme nucléaire, c'est quelque chose qui peut prendre 10 ou 15 ans. Ce ne sera pas un coup de baguette magique. Mais on va voir si le processus va être enclenché. Mais est-ce que ce terme veut dire la même chose des deux côtés? Est-ce que la dénucléarisation du côté américain et du côté coréen, ça veut dire la même chose? Eh bien, dès que les équipes vont commencer à travailler ensemble, des deux côtés, il est certain qu'ils vont mettre au point les termes, parce que pour l'instant, tout est dans le flou. Mais l'approche originale du président Trump, je crois, ça a été avant tout de construire une relation personnelle. Il fonctionne un peu comme un homme d'affaires et il a fait miroiter au président Kim Jong-un certains avantages de ce sommet, de cette coopération. On ne parle pas encore de choses militaires ou de choses précises en termes de dénucléariser. Pour l'instant, il y a juste l'arrêt des tests du côté de la Corée du Nord et les Américains, comme on vient de le dire avec nos collègues là, vont arrêter les exercices conjoints en Corée du Sud avec les Coréens du Sud. Alors René Lec, pourquoi les accords précédemment signés n'ont pas marché? Oui, en fait, il y a eu des accords en 2005, des accords en 2008, des accords en 2012. Et tous ces accords, entre parenthèses, le contenu des textes était allé bien au-delà de ce qui a été signé le 12 juin. Mais je crois que le contexte politique et le fait, la symbolique du sommet historique fait que, au fond, on peut, en tout cas, un certain nombre d'experts considèrent qu'il y a en tout cas une ouverture qui vient de se faire, qui n'existait pas à l'époque. Les précédents accords allaient bien au-delà, ça voudrait dire quoi? D'un point de vue du contenu, de la précision de ce qu'on pouvait appeler la dénucléarisation, bien qu'il y a toujours le point d'achoppement, a toujours été le suivant. Pour les Américains, la dénucléarisation, c'est de la Corée du Nord. Pour les Coréens, la dénucléarisation, on parle de dénucléarisation de la péninsule de Corée. Donc, ils incluent là-dedans le bouclier, le parapluie nucléaire américain. Ce qui est bien entendu, qui n'est pas une option, en tout cas à court terme, pour les Américains. Bien que, si vous vous souvenez, l'année dernière, au mois de mai, les Chinois avaient fait des déclarations très, très fortes, très, très agressives, en demandant la suppression, justement, du bouclier nucléaire américain. Benoît Duguay, qu'est-ce que Kim Jong-un peut gagner en dénucléarisant? Ce qu'il peut gagner, c'est
et c'est à très long terme, hein, comme le collègue vient de le dire, c'est de repartir son économie. Hein, parce que la Corée du Nord est un pays extrêmement pauvre, mené d'une main de fer, où même les informations ne circulent pas. Le monde entier savait que le président Trump et le chairman Kim Jong-un se réunissaient, et les Nord-Coréens n'ont su que 24 heures plus tard par un bref communiqué à la télé, et ils n'ont vu aucune image de cette rencontre. Donc, pour ce qu'il a à gagner, M. Jong-un, c'est le fait qu'il va pouvoir commencer à rebâtir l'économie de son pays, recommencer à transiger avec d'autres pays. Et c'est en ce sens que j'ai dit tantôt que je trouve inquiétant qu'on dise on ne lèvera aucune sanction économique avant une complète dénucléarisation. Or, le collègue a dit tantôt, ça va prendre 15 ans, à minimum. Et je suis d'accord avec lui. Alors, Frédéric Castel. Oui, justement, je vais retourner la question à Frédéric Castel. Alors, qu'est-ce que Kim Jong-un peut gagner de cette dénucléarisation? Eh bien, comme on vient de le dire, effectivement, le développement économique, mais avant même ça, apporter la paix. Parce qu'il faut se rappeler que la guerre de Corée, qui s'est arrêtée au début des années 50, donc ce n'est pas hier, n'a jamais eu un traité de paix. Et quand on va en Corée du Nord, on se rend compte qu'on vit toujours dans cette espèce de tension et de risque permanent, de menaces. Et le gouvernement a toute une propagande très bien orchestrée contre les États-Unis. À propos d'une guerre qui peut arriver tous les jours. Donc tout a changé. Le président Trump est arrivé à casser en tout cas cette dynamique de la guerre froide pour instaurer une relation personnelle, et les militaires et les techniciens vont suivre ensuite. Donc c'est surtout apporter la paix, arrêter les sanctions économiques qui asphyxient actuellement un pays déjà extrêmement pauvre, et enfin, effectivement, faire un développement économique. Et quand on va à Pyongyang, Pyongyang n'est pas trop touché encore par les sanctions. On voit que... On reviendra justement dans la deuxième partie sur les conséquences sur Pyongyang et sur Séoul. Benoît Duguay, Trump a annoncé, comme vous l'avez mentionné plus tôt, la fin des exercices militaires conjoints. Quel est l'objectif des Américains désormais? Écoutez, les Américains ici, je vais peut-être être un peu cynique là, mais cette rencontre, outre la relation personnelle qu'a mentionné le collègue tantôt, je pense qu'on est beaucoup dans l'image. Hein, l'image de M. Trump et l'image de Kim Jong-un. Je ne sais pas si vous avez visionné la vidéo qui a été tournée par les États-Unis pour faire la promotion de la rencontre. Lors de la conférence de presse, oui. C'est vraiment irréel, là. C'est vraiment faire l'apologie de deux grands leaders qui vont rétablir la paix sur la Terre. Voilà, je résume là, mais visionnez cette vidéo, c'est disponible sur le site du Globe and Mail à Toronto. René Lake. Je crois qu'en fait, votre invité fait référence à la vidéo que Donald Trump a montrée sur un iPad directement à Kim Jong-un. Pendant le sommet. Lors de la conférence de presse, ils ont fait un petit teaser en fait en montrant la prochaine rencontre, parce que Kim Jong-un a accepté de rencontrer Donald Trump à Washington. Donc ils ont parlé d'une nouvelle rencontre. Mais sur cette vidéo-là, c'est intéressant parce que ce que Donald Trump vend à Kim Jong-un à ce moment, c'est justement la prospérité économique. C'est en disant, vous gagnez tout à aller à respecter cet accord, à aller plus loin, parce que ça va permettre à la Corée du Nord de pouvoir se développer, de la prospérité économique. Je pense que c'est un peu le modèle chinois qu'il lui vend, en lui disant, vous pouvez être un peu comme la Chine, gardez votre modèle en interne, mais au fond, sur la place, les marchés internationaux, vous ouvrez un peu plus, comme a fait la Chine. Et je pense que c'est la carte que joue Donald Trump. Passer de la défense en fait à la croissance. Donc, je vais revenir vers vous. Je vais juste réagir sur les commentaires Facebook de nos téléspectateurs. Le Yao Kofi de la Côte d'Ivoire dit le président Trump et le leader nord-coréen ont compris l'importance de l'adage qui dit que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Nous saluons ce rapprochement après plusieurs mois de surenchère verbale. Et Alphonse Mbouaki de la République démocratique du Congo qui dit Pyongyang, dont l'économie s'est fortement effondrée, bénéficiera des investissements des hommes d'affaires occidentaux. L'Amérique et la Chine s'impliqueront dans la relève de la croissance de l'économie de la péninsule coréenne. René Lecht, très rapidement, les relations de la Corée du Nord avec les autres pays, et notamment africains, auront-ils un impact?
Je crois que oui. Vous savez pourquoi? Parce que pendant longtemps, moi je me souviens quand j'étais un jeune garçon à Dakar, au Sénégal, on recevait beaucoup de documentation, de livrets sur les discours de grands leaders éclairés. À l'époque, c'était le grand-père de Kim Il-jong. Il s'appelait Kim Il-sung. Et c'était, on avait plein de documents de propagande. Donc à l'époque, les Coréens étaient déjà très présents en Afrique. C'était à l'époque de la guerre froide. Ensuite, ça s'est un peu estompé. Mais même aujourd'hui, même dans le visuel, vous allez à Kinshasa, vous allez à Dakar, vous allez dans certaines grandes villes africaines, il y en a 3 ou 4, vous avez des bâtiments construits par les Nord-Coréens. Quel va être l'impact de ce sommet dans les relations avec les pays africains? Donc ce que je voulais dire en disant tout cela, c'est de dire qu'il y avait déjà, malgré les sanctions, malgré les difficultés, il y avait déjà des relations entre la présence nord-coréenne existe en Afrique. 11 pays africains, en préparant l'émission, j'ai fait le calcul exact, 11 pays africains, plus 3 en Afrique du Nord, donc une bonne quinzaine de pays ont malgré tout des relations avec la Corée pour à peu près 200 millions de dollars par an. Donc c'est relativement important. Bien qu'il faut préciser que depuis la fin de 2017, avec les pressions américaines, les pressions des Nations Unies, un certain nombre de pays ont commencé à faire un peu marche arrière. L'Ouganda, l'Égypte, etc. On va reprendre. Washington Forum revient après cette courte pause. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Nous retrouvons aussi nos invités en direct de Paris en France, Frédéric Castel, journaliste spécialiste de la Corée du Nord. En direct de Montréal via Skype au Canada, Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Et avec moi sur ce plateau, René Lec, consultant politique. Les voisins de la Corée du Nord ont une importance capitale. Pour comprendre le contexte, regardez notre rétrospective de la guerre de Corée qui a débuté en 1950. Elle est unique en son genre car elle a bien failli être la Troisième Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre froide, la péninsule de Corée est scindée en deux, le long du 38e parallèle. Le nord sous influence soviétique, le sud sous influence américaine. En 1948, la République démocratique de Corée voit le jour au nord et la République de Corée au sud. Le 25 juin 1950, la guerre de Corée éclate. L'armée du Nord franchit le 38e parallèle et envahit la Corée du Sud. Séoul est prise en 3 jours. Les troupes nord-coréennes progressent jusqu'à l'extrême sud de la péninsule. Une coalition militaire menée par les Américains au nom de l'ONU repousse l'armée du Nord et atteint la frontière chinoise. La Chine entre en guerre à son tour, menant la contre-offensive avec les Coréens du Nord. Une nouvelle fois, les forces de l'ONU ripostent. La frontière est de nouveau fixée en mai 1951 à hauteur du 38e parallèle. En juillet 1953, la Corée du Nord signe un cessez-le-feu avec les États-Unis. La guerre aura fait entre 2 et 4 millions de morts et de disparus. Et depuis, aucun traité de paix n'a été signé et les deux parties sont toujours théoriquement en guerre. Une réaction, Frédéric Castel? Eh bien, effectivement, il y a cette situation de guerre froide qui ne s'est jamais arrêtée jusqu'à cette rencontre entre les deux leaders avec le président américain, donc. Et il y a cette espèce de paranoïa du régime qui avait commencé avec le grand-père de Kim Jong-un, ensuite son père et lui-même, c'est-à-dire toujours quand on va à Pyongyang, il y a encore les affiches de la guerre, les timbres de la guerre, et toujours avec l'ennemi américain qu'il faut absolument écraser, car l'Amérique voudrait, selon cette propagande, toujours s'en prendre et attaquer la Corée du Nord.
D'accord, donc il faut savoir qu'il n'y a pas encore de traité de paix entre les deux Corées, mais les Coréens ne se sont jamais sentis en sécurité. C'est un sentiment partagé tant au nord comme au sud. Et ce dernier rapprochement-là s'est imposé comme la seule solution. Donc Kim Jong-un a initié le premier contact avec Moon Jae-in via sa sœur aux Jeux olympiques d'hiver. D'autres rencontres s'en sont suivies avec le leader chinois Xi Jinping et même le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, et même russe, Sergei Lavrov. Benoît Duguay, le premier dirigeant rencontré par Kim Jong-un, a été le président chinois Xi Jinping. Quel a été le rôle de la Chine dans ce dossier? Le rôle de la Chine ne peut qu'être prépondérant. Ils font frontière commune. Ils ont fait la guerre avec eux. Ils font frontière commune. Et la Chine ne veut certainement pas une guerre à nouveau sur sa frontière. C'est presque la Corée du Nord, je dirais, c'est presque une province chinoise. Je dis ça à la blague un peu là. Ce n'est pas vraiment une province chinoise, mais en fait c'est tout comme. C'est la porte à côté. Ils ne veulent pas voir la péninsule en guerre une autre fois, la Chine, parce qu'ils ont trop à perdre. Alors moi, personne ne l'a dit, mais je pense que le fait que le président Kim Jong-un accepte de rencontrer M. Trump, ça lui a été fortement suggéré par le leader chinois. René Lake, la Chine est-elle celle qui avait le plus besoin en fait de cette poignée de main entre Trump et Kim Jong-un? Oui, certainement. Je pense que la Chine est un des grands gagnants de ce sommet. Parce que d'abord, vous savez, la Chine est régulièrement accusée de violer les sanctions onusiennes contre la Corée. Il y a également une aide importante qui est apportée à la Corée du Nord. Et au fond, la Chine essayait de contourner un peu les sanctions. Exactement. Et donc, c'est dans l'intérêt de la Chine que les conditions aujourd'hui d'isolement de la Corée du Nord soient relâchées. Il faut aussi dire que les Russes également sont particulièrement favorables à ce qui se passe et sont particulièrement contents de ce qui se passe. Je vous signale que la veille de ce sommet, quand il y avait le sommet des G7, il y avait un sommet avec les Russes, les Chinois, les Indiens au même moment. C'était un peu le contre-sommet du G7. Donc je peux vous garantir qu'en Chine comme à Moscou, aujourd'hui, une telle ouverture est appréciée de manière significative. Frédéric Castel, n'y a-t-il pas un désir des Coréens de se parler et de raviver leur économie? Des Coréens du Nord, vous voulez dire, ou des deux Corées? Les deux Corées. Oui, les deux Corées. D'abord, il faut se rappeler que les deux Corées, il y a une entente depuis déjà des années et des années, même s'il y a ces tensions politiques entre les deux régimes, les peuples, les populations se soutiennent. Quand il y a des événements sportifs internationaux, ils se sentent très coréens. Et effectivement, depuis les Jeux Olympiques, comme on vient de le mentionner, il y a une synergie entre les peuples. Donc ils veulent vraiment la paix et être assez proches. Et d'ailleurs, une remarque, c'est que bien sûr que Pékin a beaucoup travaillé en coulisses pour ce sommet, mais est très satisfait de ce qui se passe, mais ne voudrait pas non plus que ça soit un amour fou où les Américains deviennent très puissants, y compris en Corée du Nord, car ils auraient dans ce cas-là la puissance et l'effet américain, non seulement en Corée du Sud, mais aussi en Corée du Nord. Benoît Duguay, suite à ce sommet, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, la naissance d'un armistice ou la signature d'un traité de paix entre les deux Corées? Il faut l'espérer certainement, mais ça n'arrivera pas demain matin. On attend depuis 1952, ça ne va pas se faire demain matin, parce qu'on l'a dit tantôt, la dénucléarisation ne peut pas se faire avant des années et des années. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait de plus en plus d'échanges. Vous savez, les Sud-Coréens ont investi dans une région nord-coréenne qui s'appelle Kaesong, avec des usines, plusieurs usines, et même on envisageait la construction de logements et même du tourisme. Et on employait plus de 50 000 Nord-Coréens dans cette région-là, qui est située en Corée du Nord, mais financée par la Corée du Sud. Or, ça permettait de fournir des salaires à 50 000 Coréens, et en plus, ça permettait des échanges à la hauteur de 2 milliards de dollars par année. C'est pas rien, 2 milliards de dollars pour la Corée du Nord, qui est un pays extrêmement pauvre. Or, depuis 2016, ça a cessé. Moi, je dis que dans un premier temps, ce serait un bon premier pas de réouvrir cette zone industrielle. Mais au-delà de l'économie, il y a aussi des familles qui ont été séparées dans les deux Corées. Absolument.
et justement, peut-être que l'assouplissement pour les résidents des deux Corées, il pourrait y avoir un assouplissement dans le but de visiter carrément la famille, parce qu'il y a des familles qui sont encore divisées par ce 38e parallèle. Alors, il faut espérer qu'avec le relâchement des tensions, que les deux pays arriveront à négocier une entente, parce qu'il n'y a pas besoin d'y inclure les États-Unis, là. Mais les deux Corées peuvent dire, bon, ben, désormais, on va faciliter le passage de la frontière par les résidents des deux Corées. René Lake, vous pouvez intervenir? Je crois que c'est intéressant ça, parce que c'est le dernier point qu'il soulevait tout de suite. Il ne faut pas penser que toutes les cartes étaient aux mains des Américains. N'oubliez pas que la Corée du Nord, c'est ouverte avant avec la Corée du Sud, on a parlé de la Chine, mais les négociations et les discussions avec les Sud-Coréens étaient des discussions directes. Donc à la limite, quelque part, Donald Trump, il a pris le train en marche. Donc il faut que les gens aient conscience du fait qu'on peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Le traité que l'on annonce qui pourrait prendre beaucoup de temps, on peut être très surpris. Il peut même se faire sous le dos des Américains dans une négociation, dans une discussion directe entre les deux Corées. Parce que depuis à peu près quoi, ça fait presque un an qu'ils sont en des discussions. Les discussions sont très avancées. Donc quelque part, Donald Trump, il a été pris un peu de court et il a pris un peu le train en marche. Et c'est tout à son crédit, il faudra dire. Frédéric Castel, qu'est-ce que vous en pensez? Un traité de paix entre les deux Corées, avec, sans les Américains? Toujours avec les Américains, parce qu'il y a cette puissance militaire et cette couverture avec l'arme nucléaire si la Corée du Nord attaquait. Donc forcément, les Américains sont dans l'équation. Mais c'est sûr que la dynamique qu'il y a eu entre les deux Corées et entre leurs leaders a été excellente et a provoqué effectivement probablement cette action accélérée de Trump d'intervenir dans cette opération. Un dernier mot quand même important, je ne crois pas que la Corée du Nord renoncera tout de suite, en tout cas, à ses armes nucléaires, c'est-à-dire juste les bombes, car c'est l'assurance vie du régime. Mais que risque-t-il de se passer si elle ne dénucléarise pas? De toute façon, ça sera un très long processus et il faudra une confiance qui se construit petit à petit. Or, jusqu'à présent, en tout cas pour le père et le grand-père de Kim Jong-un, il faut se rappeler que tous les efforts de négociation qu'on a évoqués tout à l'heure, et même dans les années 90, les Nord-Coréens n'ont jamais respecté les accords et les points des accords. Et donc, ça a été évidemment rédhibitoire. Donc, cette fois-ci, le processus va être quand même compliqué, même s'il y a une très bonne dynamique entre les deux leaders à l'initiative du président Trump. Mais on compare souvent Kim Jong-un à son père ou à son grand-père, alors qu'auparavant, ils n'ont jamais fait le premier pas. Kim Jong-un a été le premier à montrer qu'il voulait changer de régime. René Lake? Oui, en fait, moi, je dis toujours que le programme nucléaire nord-coréen, il avait 3 étapes. La première étape, c'était la question des roquettes, de la capacité de lancement. La deuxième, c'est produire l'arme nucléaire elle-même. Et la troisième, c'est d'utiliser ces deux premières étapes-là pour apparaître sur la scène internationale. Et donc là, c'était l'acte final. Donc au fond, pourquoi voulez-vous que les Nord-Coréens arrêtent leur programme nucléaire complètement, qu'il y ait une complète dénucléarisation, alors que c'est ça qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui? Ça, c'est un. Deuxièmement, n'oubliez pas que les Nord-Coréens, très rapidement, que les Nord-Coréens font souvent référence à ce qui s'est passé avec Kadhafi, quand Kadhafi a mis fin à son programme nucléaire. Donc, l'idée d'une dénucléarisation de la Corée du Nord dans les 4, 5, 10 prochaines années, personnellement, je n'y crois pas une seconde. Ça va être le mot de la fin. Ainsi s'achève ce Washington Forum. Merci à tous mes invités et à mes collègues de Washington. C'était Raïssa Girondin avec vous. Excellente suite de programme.